Sport à la télévision, l'envers du décor. Showbuzz reçoit cette semaine Pierre Maz. Comment se passent les négociations entre la RTBF, RTL TVI, Proximus ou vous avec l'UEFA pour déterminer quelle chaîne diffusera la prochaine Ligue des Champions? C'est un exemple parmi tant d'autres de ce que nous allons aborder dans ce Showbuzz. Pierre Maz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste belge des droits télévisés sportifs. Vous avez été à ce titre directeur des sports de Canal+. Vous avez également participé à de nombreuses négociations comme consultant indépendant. Vous avez sorti en 2019 un premier bouquin, le livre Le business des droits TV du foot, enquête sur une bulle explosive. Et depuis quelques jours, vous publiez un deuxième bouquin, La ruine du foot français, du crash Mediapro à la Détroit européenne. À qui la faute? Alors nous allons évidemment aborder durant cette interview ce deuxième bouquin, mais avant toute chose, pouvez-vous vous présenter? Y a-t-il un élément que je n'aurais pas évoqué dans cette présentation et que vous souhaiteriez souligner? J'ai la double casquette de consultant et d'auteur. Peut-être préciser pour le moment mon activité de consultant. Je l'exerce en aidant la Ligue belge de basket, qui est devenue d'ailleurs une ligue belgo-hollandaise, dans l'organisation de la Beneligue. Donc j'ai participé à la vente des droits médias de cette nouvelle compétition en Belgique et en Hollande. La Ligue de volley belge a trouvé des diffuseurs ici dans notre pays. Alors, avant de parler de votre livre sur le foot français, parlons peut-être d'abord du concept de cette fonction de négociateur de droits sportifs pour la télé spécialement connue du grand public. Comment devient-on négociateur? Et très concrètement, voilà, vous avez négocié quel gros contrat dans votre carrière? Oui, comment devient-on? En fait, je pense pas qu'il y ait vraiment des études pour acheter ou vendre des droits sportifs. Bien souvent, les gens qui font ça sont issus de formations de marketing ou de management du sport, dont on en voit de plus en plus dans toute l'Europe, ce genre de formation. Moi, par exemple, en fait, j'ai un background juridique. J'ai une formation en droit et j'ai participé au lancement en 1989. Ça ne me rajeunit pas, comme juriste d'entreprise. Et donc, en 92, donc 3 ans plus tard, on m'a demandé de m'occuper des acquisitions de droits sportifs. Donc, en fait, quand vous voyez une compétition sportive à l'antenne, il y a toujours quelqu'un qui a aidé la chaîne à acheter les droits, que ce soit un consultant externe ou en interne. Et donc, moi, à partir de 1992, j'ai fait ça pour Canal+ Belgique. Et puis à partir de 1997, j'ai fait toutes les filiales du Nord et de l'Est du groupe Canal+. Le groupe Canal+ avait des chaînes à péage à l'époque à peu près dans toute l'Europe. Et en 2002, Canal+ a été forcé de revendre toutes ses filiales et donc j'avais plus de job en gros. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à exercer ma fonction de consultant. Je me suis mis à mon compte. Et donc, c'est de toute cette expérience que j'ai été à même d'écrire un bouquin, mon premier bouquin qui est sorti en 2019, justement, sur ce business-là. Business que vous connaissez bien, forcément, puisque donc dans les années 90, pour Canal+, on parle donc de droits sportifs comme la Première Ligue, la Liga, la Serie A. Ce sont ces marchés-là que vous avez été sonné à leur porte pour Canal+ Belgique. Voilà, pour Canal+ Belgique, puis comme je viens de le dire pour toutes les autres filiales du groupe Canal+. Donc effectivement, pour une chaîne comme Canal+, qui recrute des abonnés et qui les garde avec toutes les compétitions sportives que vous venez de citer, il est crucial de les garder. Donc oui, le rôle est assez crucial d'alimenter en fait la chaîne avec tous ces programmes. Et donc pour ça il faut les acheter, pour ça il faut les négocier. Et il y a en fait
on parlait des années 90, mais il y a en fait deux procédures. J'explique ça dans mon premier bouquin. Il y a une procédure, on va dire, de gré à gré. Donc en fait, comme vous dites, vous allez toquer à la porte du titulaire des droits et vous négociez avec lui. Mais de plus en plus, on voit, et en tout cas pour toutes les compétitions un peu plus importantes, et donc là, vous n'avez pas toqué à la porte, vous recevez un document. Un document, exactement. Et dans le mois qui suit la réception de ce document, vous devez rendre une offre à l'aveugle. Donc vous ne savez pas qui fait une offre contre vous. Vous ne savez pas combien les éventuels concurrents, quand il y en a, vont offrir. Et voilà. Et puis ça peut être dans le cadre de cet appel d'offres, il peut y avoir un deuxième tour, même un troisième. Et puis peut-être même si le résultat ne convient toujours pas au titulaire de droit, à la fédération, la ligue, peut y avoir à ce moment-là un marché de gré à gré qui s'ouvre. Alors, on va évidemment parler du cas français d'ici quelques instants, mais pour bien que tout le monde comprenne bien en fait comment se passe ce genre de négociation, on va prendre un cas très concret qui va vraiment concerner les gens au plus près. C'est d'ici 2024. Un nouveau format de la Ligue des Champions va arriver. Alors aujourd'hui, c'est très simple. Proximus TV diffuse sur ses chaînes l'intégralité de toutes les rencontres. Et en tout cas, je parle pour le marché francophone. En tout cas, RTL TV via Club RTL a le droit de diffuser la journée. Tout ça va être complètement, un match le mardi et un match le mercredi. Tout ça va être complètement revu pour 2024. Il va y avoir beaucoup plus de matchs. Il y aura même des matchs le jeudi, si j'ai bien compris. Si par exemple une chaîne comme vous, par exemple, ou la RTBF, qui ne diffuse donc absolument pas la Ligue des Champions aujourd'hui, veulent être intéressés, comment ça va se passer? Voilà, je suis le patron. Vous êtes le patron de la RTBF, par exemple, et vous voulez mettre fin à l'hégémonie de Laurent Lotte et de RTL TV sur la Ligue des Champions depuis maintenant 1999, je pense. Comment Benoît Delauteur, le chef des sports de la RTBF, doit-il s'y prendre? Il doit, comment on va dire, rameuter en interne pour dégager le plus d'argent possible, parce que finalement, ce ne sera qu'une question d'argent. Comme je vous l'ai dit, il y aura un appel d'offres et le plus offrant emportera la compétition. Alors, pour la Ligue des Champions, et c'est une très bonne question, parce que la Ligue des Champions est en constante évolution sous la pression notamment des grands clubs. Il faut savoir qu'en Belgique, on est un petit peu une exception, dans la mesure où aujourd'hui, les matchs les plus importants de la Ligue des Champions sont toujours gratuits, ils sont toujours visibles par tout le monde, gratuitement, comme vous l'avez expliqué sur Club RTL. C'est une exception. Il y a la Suisse en Europe. Il y a la Suisse, mais la Suisse vient de perdre justement ça. Et donc la RTS, qui est le diffuseur public qui détenait les droits de la Ligue des Champions, aujourd'hui se contente d'un résumé le jeudi. Tous les matchs sont passés chez les opérateurs APH suisses, qui sont d'ailleurs des telcos, comme ici, c'est Swisscom, pour ne pas le citer. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est une exception. Par exemple, dans les 5 grands pays européens qu'on appelle dans notre jargon dans notre business le Big Five, ça fait bien longtemps que tous les matchs de la Champions League sont derrière le décodeur. Vous devez donc payer, il y a plus un match, sauf la finale, par exemple en France, qui est sur TF1. Sinon, vous devez payer pour tous les matchs. Il faut même avoir 2 décodeurs. En France, par exemple, il faut beIN Sport, si on veut voir l'intégralité des rencontres, et RMC Sport ou Canal+, parce que c'est encore très différent, pour l'affiche du jour. Tout à fait. Donc là, on est typiquement dans une situation de grande fragmentation qui impose, comme vous dites, de prendre plusieurs abonnements et de dépenser beaucoup d'argent. De nouveau, la Belgique a été assez préservée de ce point de vue-là, et la somme qu'un fan doit payer par mois pour voir tout le football en Belgique reste raisonnable. Correct. Raisonnable. En France, on parle quand même de 60 à 80 euros par mois si on veut voir tout le foot. En Belgique, on est entre 15 et 25, voilà. Grosso modo. Voilà, légalement. Alors, je continue sur la Ligue des Champions parce que c'est un sujet qui est brûlant d'actualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous dites, à partir de 2024, le format a changé. Mais la pression sur l'UEFA est énorme. Les clubs ont sorti la menace à plusieurs reprises de la Super League,
et de créer donc une compétition qui ne soit plus sous l'égide de l'UEFA, ce qui est insupportable, idée qui est tout à fait insupportable pour l'UEFA. On ne sait pas trop pourquoi, mais une question de contrôle, de pouvoir, d'ego et d'argent. Et donc, l'UEFA a promis aux clubs que leur revenu sur la Ligue des Champions pour le cycle 2024-2027 allait augmenter de 40%. Donc, en gros, pour parler chiffres, aujourd'hui, ça rapporte 3,6 milliards d'euros par saison. Ils ont promis, Nasser El-Khelaifi, le patron de l'ECA, donc, qui est l'association des clubs sous la coupole de l'UEFA, a promis un montant de 5 milliards d'euros par saison. Ils ont commencé à vendre les droits 2024-2027, déjà aujourd'hui. Déjà pour la France Et l'Angleterre. Pourquoi ces deux pays ? Parce que ce sont les deux pays qui leur rapportent le plus aujourd'hui. Avec un montant qui dépasse 300 millions d'euros par saison en France, que payent les diffuseurs, quasiment 400 millions. Et encore un peu plus en Angleterre, où c'est le telco, donc le Proximus local, BT, qui a les droits jusqu'ici. Et donc l'UEFA joue très très gros sur ces deux marchés et doit revenir avec une augmentation de 40% sur les montants que je viens de citer. Challenge qui me paraît personnellement hors d'atteinte. Pourquoi justement ? Parce que le marché, la France, depuis justement la disparition de Mediapro, Canal+, va se retrouver un peu tout seul sur l'appel d'offres et donc va surtout essayer de faire des économies et donc va essayer de payer moins que ce qu'il paye aujourd'hui. Et en Angleterre, c'est exactement la même chose, avec une circonstance aggravante, on va dire, pour l'UEFA, c'est que BT a décidé d'arrêter le sport. Et que donc, sauf miracle, on ne peut pas imaginer qu'il aille jeter plus de 400 millions d'euros par saison pour les droits de la Ligue des Champions 2024-2027. En cas d'échec, ce serait vraiment une claque pour l'UEFA, parce que le nouveau format de la Ligue des Champions, pour faire très simple, il y aura beaucoup plus de matchs, il y aura davantage de créneaux horaires, oui. Tout ça forcément pour obtenir beaucoup plus d'argent, donc s'il n'y arrive pas, ça va être une claque, mais on se dirige un peu vers ça. Oui, je pense que donc... l'UEFA n'arrivera pas à cette augmentation de 40%, ce qui va faire sans doute se réveiller les clubs, les grands clubs qui voudront de nouveau, on va dire, agiter la menace de la Super League. Oui, donc on a des mois passionnants qui se présentent devant nous. Alors pour faire la transition entre votre premier et votre deuxième bouquin et par rapport à ce que l'on vient de dire, forcément si l'UEFA n'arrive pas à obtenir ce qu'elle souhaite, on risque une bulle un petit peu explosive. Je montre l'écran, voilà, c'est ici. C'est un peu ce qui s'est passé en France ces 2 dernières années avec la faillite de Mediapro, l'arrivée d'Amazon. Essayons de résumer peut-être d'abord très simplement le cas français. Donc pour faire simple, traditionnellement, c'est Canal+ qui diffuse les gros matchs depuis des dizaines d'années. Il y a c'était en 2010, en début 2020, Mediapro, donc c'est une chaîne qui va s'appeler Téléfoot, obtient en tout cas les plus gros matchs, donc les 10 plus belles affiches comme OM, PSG et puis plein d'autres rencontres, et ils payent ils promettent de payer 800 millions d'euros par an, et Canal+ garde 2 petits matchs en sous-licenciant un beIN Sport. Ça c'est du détail, mais en tout cas l'enveloppe globale représente plus d'1 milliard d'euros par an pour le foot français, ce qui fait évidemment rêver tous les clubs français. Sauf que en fait, ça n'a pas duré très très longtemps. Alors auquel Covid passe par là, 5 mois, Mediapro refuse de payer ces 800 millions d'euros par an. Arrive une bataille juridique avec Canal+, mais donc la Ligue doit remettre en vente les lots qu'avait acheté Mediapro. C'est Amazon qui arrive, et au lieu de mettre 800 millions d'euros, ils mettent 250 millions d'euros pour racheter ces mêmes matchs. C'est ça, cette bulle explosive ? C'est une très bonne question, et c'est un bon résumé de la situation française que vous avez fait, parce qu'effectivement mon livre il est donc explosif. Effectivement,
Dans mon livre, je prenais clairement position en disant bon ben là c'est fini, on y est, on est arrivé à un plafond et boum, ça va exploser et les prix les prix des droits vont drastiquement descendre. Après, beaucoup de journalistes me demandaient alors, cette bulle, après mars 2019, cette bulle, elle a explosé. Et en fait, ma réponse, elle est double. Et je dis, oui, elle a explosé en France. Exactement comme vous venez de le décrire, où un acteur qui est Amazon, qui doit être une des entreprises les plus riches du monde, qui a acquis les droits précédemment acquis par Mediapro pour le tiers du prix. Donc ça, c'est clairement l'explosion d'une bulle. Dans les autres pays, on n'est pas encore à une explosion, on est à une sévère correction. La Ligue en 2018, pour le marché domestique, on diminue de 10%. Et c'est pareil, plus ou moins pareil, que ce soit la Bundesliga, la Serie A en Italie ou la Liga en Espagne. Voilà, vous me dites l'exemple français, mais en fait dans votre question vous avez tout expliqué et je pense pas que je vais aller plus loin. Sauf que pour la France, on va continuer de résumer. Se profile un appel d'offres. Eux c'est par 4 ans. Donc, en 2024, j'allais y venir. 2028, qui n'aura pas du tout lieu en 2024, qui aura lieu le plus vite possible. Dans les mois qui vont arriver. Oui. Entre-temps, ils ont créé une société commerciale qui va s'en occuper avec un fonds d'investissement américain qui s'appelle CVC, donc ça va sans doute encore prendre un peu de temps à partir de maintenant, mais dès qu'ils peuvent, ils lanceront cet appel d'offres, et c'est un peu l'appel d'offres de tous les dangers, parce qu'en fait, vous savez, il y a qu'un facteur en fait qui fait augmenter les prix, il y en a qu'un, c'est la concurrence entre les opérateurs, que se livrent les opérateurs pour acquérir le contenu sportif. Donc quand vous avez une grosse concurrence entre Canal+ et Mediapro / Téléfoot, boum, les prix s'envolent, on dépasse le milliard. Quand il n'y a plus de concurrence, quand il y a un acteur qui se retrouve un peu seul, ou quand les acteurs autrefois concurrents s'entendent, ça s'associe comme Canal+ et beIN Sport aujourd'hui, où on va dire l'entente qu'on a, par exemple en Belgique, entre Proximus et vous, alors les prix descendent. Ici, qu'est-ce qui va se passer sur le cycle 2024-2028 pour la France? Canal+ se retrouve un peu seul. En plus, la Ligue a eu la bêtise enfin, comment on va dire ça, les relations avec Canal+ sont exécrables. Donc Canal+ n'aura aucune espèce d'état d'âme s'il se retrouve tout seul, c'est-à-dire sans concurrence, pour passer aux économies. Pour illustrer ce que vous dites, parce que ça forcément le Belge qui nous regarde ne peut pas le savoir, mais Canal+ l'a tellement mauvaise que les 2 matchs de Ligue 1 qu'il diffuse chaque week-end, ils ne le programment plus sur Canal+, la chaîne premium, mais sur Canal+ décalé, donc même pas sur Canal+ Sport. Enfin, il y a parfois des matchs de dimanche, mais on met l'affiche du samedi soir sur Canal+ décalé. C'est juste pour dire, regardez, votre produit, on s'en fout. Et c'est un très bon point, ce que vous soulevez, parce qu'en fait, quand il y a un acteur dominant qui se retrouve tout seul, comme je viens de l'expliquer, sans concurrent, d'abord c'est une situation qu'on commence à retrouver justement dans les 5 pays du Big Five. Vous avez en Angleterre Sky qui se retrouve un peu seul parce que BT arrête. Il y a 2 autres Sky en Allemagne et en Italie, c'est la même chose, et en Espagne c'est Telefonica. Ils se retrouvent un peu seuls et ils ont quelques millions d'abonnés. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se concentrent sur quelques sports et on va dire font un énorme effort pour augmenter la popularité des sports qui leur coûtent moins cher. Donc Canal+, comme vous l'avez dit, la Ligue 1, on met ça de côté, on promotionne pas. Par contre, on diffuse tous les matchs de Première Ligue sur l'antenne principale. On met en avant le MotoGP, donc les grands prix de motocyclisme et la Formule 1, qui ont d'ailleurs, évidemment, ça marche. Exactement, la popularité de ces 2 sports en 2-3 ans est montée en flèche. Et donc voilà, c'est là où on voit que la Ligue française pourrait même se dire attention, là, il y a
Votre produit est dévalorisé parce qu'il n'est plus mis en lumière comme il le devrait. Défavorisé au détriment d'autres. Et c'est ça le plus important, parce que vous avez la Première Ligue de plus en plus dans de nombreux pays commence à, au niveau popularité, se rapprocher ou même parfois dépasser la ligue locale. C'est un grand danger, et on parle de plus en plus c'est un grand danger, je veux dire, pour les ligues locales, comme la Ligue belge, comme la Ligue française. On parle de plus en plus de la Première Ligue comme étant la Super Ligue de fait, en fait. Elle existe, la Super Ligue. Enfin, pour moi, il y en a deux des Super Ligues. Il y a la Première Ligue et il y a la Ligue des Champions. Voilà, ça, c'est les deux Super Ligues qui existent aujourd'hui. Quand on dit créer une Super Ligue, ça me fait un peu rigoler, parce que pour moi, elles sont déjà là. Et donc, le mouvement de croissance de la popularité de la Première Ligue, pour moi, n'est pas près de s'arrêter. La ruine du foot français, évidemment, je vous le conseille si vous partez en vacances, parce que voilà, pour celles et ceux qui s'intéressent à toutes ces questions-là, c'est en fait, j'avais écrit en fin de semaine passée, j'avais préparé un peu cette interview et j'avais écrit ceci. C'est un peu comme un thriller, tout ce qui s'est passé, cette saga Mediapro, Canal+, la Ligue française de football, Amazon, beIN Sport. J'ai reçu ce bouquin ce week-end, et donc vous parlez également de véritables thrillers. Donc on n'est pas simplement sur un bouquin de football. Je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que c'est vraiment un bouquin média au sens large, économique, qui dépasse le simple ballon rond. Oui, ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que effectivement, déjà dans le premier bouquin, qui était quand même plus donc le business des droits TV du foot, qui était quand même plutôt quelque chose où j'expliquais. J'explique ce que c'est, comme vous me demandiez, négocier les droits TV, l'importance des droits TV, comment ça marche, combien c'est, pourquoi, qu'est-ce qui définit le prix, etc. Mais malgré tout, dans ce premier livre, j'ai quand même essayé aussi par la description de personnages ou en couleur notamment, etc., de donner en fait comment on va dire, un caractère divertissant. Il y a le patron de Mediapro qui représente parfaitement, notamment. Il y en a beaucoup d'autres qui sont à personnalité assez croustillante. Et en fait, effectivement, ici, pour ce deuxième bouquin, en fait, je vous explique en deux mots la genèse. En fait, moi, Mediapro, je voulais plus en entendre parler. En fait, le premier bouquin, il faut savoir que rien n'était paru sur les droits TV depuis 1998. Un bouquin qui s'appelle Sport et télé, les liaisons secrètes. Et donc ce bouquin, moi, le petit Belge, m'a positionné comme expert auprès des médias français. Alors, vous pouvez imaginer, le crash Mediapro a eu un retentissement incroyable. Faut dire que c'était complètement inédit. Vous avez cité 4-5 mois, mais c'est pas 4-5 mois. C'est en fait 1 mois et demi après le début du championnat. Le patron de Mediapro, Jaume Rores, s'est affiché en une de l'équipe et le prix. Ce qui n'était pas le vrai message, c'est nous arrêtons de payer. Donc c'est une histoire énorme, mais c'est clair que dans ce deuxième livre, j'ai voulu encore accentuer, on va dire, le côté thriller, comme vous dites très bien, et c'est un milieu qui est merveilleux à décrire, parce qu'il y a tout, il y a l'argent, il y a l'ego, il y a les conflits, il y a beaucoup de choses. Alors pour peut-être mettre touche, on va pas tout dévoiler évidemment, mais vous dites très clairement que la Ligue française de football a pris des décisions absurdes. Peut-être en citer une pour donner l'eau à la bouche. Oui, pour moi la plus spectaculaire, on l'a déjà évoqué, c'est l'attribution d'une partie des droits, donc les droits que détenait auparavant Mediapro, l'attribution de ces droits à Amazon pour quasi exactement le tiers du prix. 250 millions au lieu de 800. Oui, plus ou moins. 700, en fait, c'est au lieu de 700. Enfin, peu importe, c'est le tiers, on va dire. Et mais exactement. Et donc déjà, on va dire la décision de les donner à Amazon au niveau de la visibilité de leurs produits. On en parlait justement. C'est une très mauvaise décision parce que évidemment les chiffres. Amazon. On n'a pas de chiffres. Voilà, Amazon ne donne pas les chiffres, mais enfin. S'ils ne les donnent pas, c'est que ça sent pas bon. Donc, doute bien que les audiences ne se rapprochent
pas de ce qu'elles auraient pu être sur Canal+. Ça c'est un. Et puis deux, acter que votre produit vaut le tiers de ce qu'il valait en 2018, c'est quand même une grosse erreur, oui. D'autant que c'est très bizarre vu de l'extérieur. Amazon paye 250 millions d'euros par an pour les 10 plus belles affiches de la saison, plus diffuser 8 matchs sur 10 par week-end. Et Canal+, qui a 2 matchs par week-end d'affiches, c'est 330 millions d'euros. Donc ils payent plus qu'Amazon, alors qu'Amazon a mieux. Tout à fait. L'équation est très bien. Vous avez très bien décrit l'équation. Canal+ a engagé un nombre incroyable d'actions juridiques parce qu'ils s'estiment floués. Et ils les perdent. C'est ça qui peut paraître étonnant. Oui, voilà. Mais ça, c'est mon point de vue. Il faut savoir ce qui est aussi intéressant que donc vous avez cité Canal+ et Amazon, mais il y a encore un acteur qui détient un lot, c'est Free. Free, c'est un acteur, on va dire, une société de télécommunications, donc un telco assez agressif sur les prix. On rêve de connaître un Free en Belgique, d'ailleurs. Enfin, c'est un autre sujet. Mais ils ont acquis les droits qu'a acquis KBC, CBC en Belgique. Je suis bien placé parce que je les ai aidés, KBC, à cette négo, enfin à répondre à l'appel d'offres en tout cas. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle les near live clips. C'est quoi ? C'est en fait, vous recevez pendant le match, vous avez accès à une dizaine de vidéos, mais en quasi live. Donc vous recevez une alerte sur votre smartphone, Antwerp Anderlecht 01, et vous il faut 3 minutes pour que la vidéo arrive, je suis abonné. Et vous avez accès au goal. Donc c'est un produit magnifique. La seule chose qui est dommage, là c'est une petite parenthèse que je fais, c'est que ces vidéos ne sont accessibles qu'une demi-heure après la fin de la rencontre, et c'est parfois un peu limite quand on n'est pas tout le temps sur son téléphone. C'est juste. Une demi-heure, ça me paraît un peu trop tôt, mais c'est une petite... C'est du near live en fait, c'est le produit. Enfin peu importe, mais ce qui est important, et c'est là que je voulais en venir, c'est que non seulement Canal+ était insatisfait du prix qu'il paye, parce qu'il trouve, comme vous l'avez très bien décrit, qu'il paye trop cher par rapport à Amazon, mais Free également. Free paye une quarantaine de millions par an pour ce lot de near live clips, comme je viens de l'expliquer, et il s'estime tout aussi floué que Canal+, en disant oui, ça c'est les prix de 2018 quand il y avait cette énorme concurrence avec Mediapro. Aujourd'hui, ça vaut plus ça. Et donc et au final, la ligue se retrouve sur 3 clients avec 2 clients insatisfaits. Le crash, on peut le dire comme ça. En Belgique, la situation est un petit peu différente puisque il n'y a qu'un seul diffuseur qui dispose de l'intégralité des rencontres. Donc pour le téléspectateur fan de foot, il ne doit pas prendre 36 décodeurs, c'est 11 point à la ligne. C'est un contrat de 5 ans, c'est grosso modo 100 millions d'euros par an. Est-ce qu'il y a un risque pareil en Belgique avec 11 ? Je ne pense pas, parce qu'en fait, Téléfoot en France a démarré une chaîne, on va dire, from scratch, de zéro, et devait trouver des contrats de distribution et convaincre des abonnés de s'abonner à une chaîne à 25 € pour la Ligue 1 et seulement une année de Ligue des Champions. Donc le défi était immense, il partait avec 0 €. Donc de revenus, je veux dire. La situation d'Eleven est différente parce qu'en fait, Eleven n'est pas en fait purement une chaîne à péage. Eleven, on va dire ça comment ? Eleven fait du B2B et pas du B2C, ou très peu en tout cas. Donc Eleven ne va pas faire des grandes campagnes de publicité pour dire abonnez-vous. Donc Eleven va trouver vous, Proximus, et négocie ce qu'on appelle un contrat de distribution avec un minimum garanti, et donc la toute grande majorité des revenus de Eleven provient de cette source-là, des contrats de distribution avec les opérateurs. Donc pour la région francophone belge, ils ont fait Proximus, vous, Telesat, je pense, Orange. Presque tous. Et donc ils sont très bien distribués. Et donc en fait, ils ont, avec tous ces opérateurs, ils ont fait des contrats de 5 ans.
qui couvrent donc l'entièreté, on va dire, de leur contrat avec la Ligue. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est en fait. Il se murmure que ce serait rentable. En tout cas, les Voilà. 3 chaînes belges, ce serait rentable, ce qui ne l'est pas forcément des 3 chaînes qui diffusent du foot étranger. Mais il n'y a pas de confirmation. Voilà, je pense avoir vu passer les chiffres, mais il faut savoir, et c'est là qu'il y a aussi quand même un lien avec la France, vous faites très justement la distinction entre les chaînes d'Eleven qui diffusent la Pro League, donc la Jupiler Pro League, notre ligue belge, et les chaînes Eleven qui diffusent du foot international, plus la NBA et d'autres compétitions. Il faut savoir que les chaînes d'Eleven Pro League, le foot belge, il faut savoir que ils sont associés avec Mediapro sur l'exploitation du foot belge. C'est là qu'il y a le lien avec la France. Ce qui ne se sait pas. Non, ça c'est assez peu. Mediapro, en fait, assez incroyablement, n'est pas tombé en faillite suite à ces déboires français. La vie n'est pas facile, certes. Ils viennent de trouver un nouvel actionnaire pour injecter quelques centaines de millions pour leur permettre de survivre encore. Il est clair que s'ils échappent à la faillite dans les mois et les années qui viennent, on pourra considérer ça comme un authentique exploit, puisque vous pouvez aussi imaginer que plus personne leur fait confiance. Lorsqu'ils doivent, ils sont une agence, ils doivent aller acheter des droits à gauche, à droite pour faire tourner leur business. En fait, vous êtes un peu en train de nous dire qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Eleven pour les 3 années qui restent. Ah, si à un moment donné il y a un défaut de Mediapro donc ils ont créé, en fait, Eleven et Mediapro ont créé une société ensemble, ce qu'on appelle une joint venture, une association où ils ont 50% chacun, qui s'appelle The 12th Player. Il est clair que si du jour au lendemain Mediapro se retrouve en difficulté ou plus grave encore en faillite, bah oui, il y aura je sais pas ce qui va se passer avec 12 Player, mais effectivement il y aura des soubresauts. Après, effectivement, si les revenus d'Eleven dérivés des contrats de distribution couvrent l'entièreté des 100 millions, même aucun risque à ce moment-là. Vous avez tout à l'heure parlé d'Amazon en pointant le manque de visibilité des matchs proposés par Amazon sur la Ligue 1. Finalement, en Belgique, on n'est pas spécialement, en tout cas, on n'est pas envahi, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas par Google, Amazon, parce que maintenant, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, il y a de plus en plus de compétitions sportives qui sont diffusées sur ces plateformes de streaming. Ça va être le cas pour une petite compétition, on en parlera tout à l'heure en Belgique à partir de l'année prochaine, mais on est épargné par tout ça. Jusqu'à quand ? C'est marrant que vous dites épargné, parce qu'il y a des tas de gens qui prédisent que le streaming c'est le futur. Moi j'ai également quelques doutes là-dessus, mais il faut faire une distinction. Vous avez le streaming, comme vous dites, vous avez cité Amazon bien sûr en France. En fait, si on parle de ce qu'on appelle les GAFA, hein, les Apple, Google, YouTube donc, Amazon, même Netflix, Microsoft, on voit que en fait, si vous voulez, la Ligue et les clubs depuis à peu près 2018 on sur l'arrivée de ces GAFA pour venir concurrencer les chaînes à péage et les telcos sur l'acquisition des droits sportifs, sachant qu'effectivement une concurrence pareille pouvait amener le prix des droits encore monter exponentiellement, même si vous imaginez si Amazon et Google se disputent la Ligue belge, ce sera à coût de centaines de millions d'euros. Donc, et ça a été le fantasme, et je les comprends. Je serais à leur place, je veux dire, on a eu des chaînes vivant de la pub qui sont arrivées, puis on a eu les télé à péage qui sont arrivées, puis on a eu les telcos, avec des telcos extrêmement agressifs. Proximus, en 2005, a été très agressif pour acquérir les droits du foot belge. En France, ils ont eu Altis, donc RMC Sport, qui a mis des sommes dans les appels d'offres qu'ils offraient avant. BT en Angleterre, c'était la même chose. Donc ils se sont dit,
tout à fait naturel. Les GAFA feront pareil. Voilà, exactement. Et ça ne s'est pas du tout produit. Donc on peut dire qu'entre 2018, premier moment d'excitation, on va dire, Facebook fait une grosse offre, par exemple, sur le cricket en Inde, hein, et tout le monde se dit Facebook y va. Et en fait, ce qu'on constate après 4 ans, c'est qu'il y en a qu'un qui va, c'est Amazon. Et Amazon est très radin. Comme je dis, Amazon, c'est sans doute une des plus grandes boîtes du monde, mais Amazon dépense chichement sur les droits. Et ils le font marché par marché avec une vision très intelligente et très opportuniste. Par exemple, c'est pas du tout étonnant qu'ils soient venus en Ligue 1 payer le tiers. Hein. Ça, ils aiment bien. Pour revenir... Donc, d'une part, on a les GAFA, et d'autre part, on a des acteurs qui font de l'OTT, comme le plus connu, c'est DAZN. Ça s'écrit D-A-Z-N. Complètement inconnu en Belgique, mais qui... C'est comme de la boxe. Oui, effectivement. Oui. Il y a moyen de prendre un abonnement en Belgique, je pense à 1 euro ou 2 euros par mois pour avoir la box. Exactement. Et si vous en connaissez, c'est bien, parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. DAZN est quand même assez bien présent mondialement, comme vous l'avez cité. Le pays où ils ont démarré, c'est la région, enfin l'Allemagne et les pays allemands qui entourent l'Allemagne. Mais DAZN, c'est du streaming pur. Hein. Donc, ils ont par exemple, on en entend beaucoup parler pour le moment, dans notre métier en tout cas, parce qu'ils ont acquis les droits de la Serie A en Italie, la majorité des droits. Et voilà, ils ont augmenté leur prix. Hein. On n'est plus. Ils se faisaient appeler quand c'était à la mode le Netflix du sport. Il y a la Netflix, genre 10 euros par mois. On cancel anytime, hein, donc on peut s'en aller quand on veut, etc. Bon, par exemple, en Italie, là, depuis qu'ils ont acheté les droits, c'est plus de 9 euros, c'est, je pense, 30 ou 40 par mois. En fait, si ce n'est le moyen de distribution, qui n'est plus du câble ou du satellite, ils font de la télé à péage. Voilà, ils font de la télé à péage, c'est juste que c'est un moyen de distribution qui est nouveau. Il y a juste un problème avec ce moyen de distribution, c'est qu'il y a des problèmes techniques. DAZN en Italie, ils ont l'association de consommateurs nationale sur les bras parce que ça frise, parce que les abonnés qui payent donc les 30 à 40 euros par mois, ils ont pas les images. On peut citer un autre exemple, il y a un acteur très agressif qui s'appelle Viaplay, qui vient de démarrer en Hollande en achetant, et c'est pas rien en Hollande, les droits de la Formule 1. Ils ont piqué au telco local qui s'appelle Ziggo là-bas, hein, vous voyez le sponsor de l'Ajax. Et Viaplay a des tout gros ennuis aussi avec la grosse association de consommateurs hollandaise parce que ça foire. Donc, est-ce que les vitesses Internet sont pas encore suffisantes pour permettre une qualité de vision et un confort de vision égal à ce qu'on a le câble, le satellite ou même la ligne téléphonique en Belgique? C'est à se poser la question. Donc voilà, en Belgique, oui, on est épargné pour reprendre votre mot. D'abord parce que on est un petit marché qui représente pas grand-chose à l'échelle européenne. C'est aussi la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle la Ligue des Champions est toujours visible en clair, par exemple. Et effectivement, on n'a pas beaucoup d'acteurs à la Amazon ou à la DAZN, pour reprendre ceux que je viens de citer, qui ont placé la Belgique dans la liste de leurs pays prioritaires. Épargné, tout simplement parce qu'on l'a bien vu ici lors de Roland-Garros, ce fameux quart de finale entre Nadal et Djokovic qui n'était pas diffusé sur les antennes de la RTBF et non pas sur la chaîne Eurosport 1 France en mode télévision. En fait, il fallait s'abonner sur Eurosport Player. C'est donc là aussi une diffusion en streaming, en Chromecast. Donc il faut quand même avoir une certaine... Pour le mettre en tout cas sur son grand écran de télévision, il faut quand même une certaine connaissance technique. Et donc on l'a bien vu, les gens ne s'abonnaient pas à Eurosport Player et ont préféré regarder le match sur Eurosport 1 version flamande. Donc c'est pour ça que je dis épargné, parce qu'en fait, c'est mon impression, les Belges ne sont pas prêts techniquement à aller sur ces moyens de diffusion. Mais vous avez le droit de pas être d'accord avec mon interprétation. on peut dire ça. Moi, je dirais plus. Donc, effectivement, si on prend un fan de foot italien aujourd'hui, il est obligé de s'abonner à DAZN.
enfin s'il veut regarder le foot italien légalement, parce qu'on n'a pas encore parlé du piratage, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui croît. Donc s'il veut regarder le foot italien légalement, il est obligé de s'abonner à DAZN. Et donc, si c'est quelqu'un d'un certain âge, il est obligé de jouer, comme vous dites, le Chromecast pour pouvoir avoir l'image. S'il l'a, puisque je vous ai décrit qu'il y avait des problèmes techniques. Donc oui, on est épargné de ces manipulations, c'est clair. Après, j'introduirais aussi une autre distinction. Pas Belgique versus reste du monde, mais au niveau des générations. Qui paye pour regarder du foot à la télé ? C'est les vieux, en fait. Les jeunes ne payent pas. On sait, les jeunes ne payent pas pour du contenu. Un jeune ne va pas payer... je reprends l'exemple de DAZN en Italie, il ne va pas payer 30 € par mois pour voir le foot. Non, c'est même pas... C'est pas dans sa culture. Parce qu'il ne reste pas devant un poste de télévision, dans son fauteuil, pendant 90 minutes. C'est pas ça que je vise. Non, je pense que les jeunes regardent encore le foot, même s'il y a peut-être une tendance, comme vous dites, que effectivement ils préfèrent des formats courts, mais enfin, ça reste à démontrer. Non, ce que je veux dire, c'est que depuis qu'ils sont là, ils ont été habitués à du contenu gratuit, que ce soit la musique, la fiction ou les retransmissions sportives par le piratage. On sait que la musique et les fictions ont d'une certaine manière, surtout la musique, on va dire, pu contrarier, on va dire, ou limiter le piratage par des offres de type Spotify. Mais il n'en reste pas moins que l'essentiel des revenus de toutes ces télévisions à péage dont on parle depuis un moment, ça vient d'une certaine génération plus âgée. On a beaucoup parlé d'Amazon durant cette interview. Parlons peut-être d'Apple pendant quelques secondes, parce que pour le marché belge, ça va être anecdotique, mais il y a quand même une grosse annonce ces dernières semaines. C'est Apple qui a donc acheté pour les 10 prochaines années et pour l'ensemble du monde entier les droits du championnat de foot américain, donc la MLS. Ça veut dire très concrètement pour le Belge qui suivait ça sur Eleven, il pourra encore le suivre cette année-ci, mais à partir de l'été prochain, ce championnat sera donc diffusé via l'Apple TV. C'est un premier pas anecdotique pour la Belgique, mais pour les autres championnats, il faut y voir un attrait d'Apple qui va un peu passer la seconde. Voilà, très bonne question. Évidemment, je suis beaucoup interrogé là-dessus. Puis, comme je vous le dis, tout le monde attend les GAFA. Alors, dès qu'un GAFA bouge un doigt de pied, tout le monde s'agite. Petite nuance par rapport à ce que vous avez dit. Apple a acheté, comme vous dites très bien, les droits mondiaux de la MLS, Major League Soccer, mais pas exclusifs. Donc ça veut dire que des deals au niveau de chaque pays, dans le monde entier, restent possibles, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Belgique. Donc Eleven pourrait très bien avoir son contrat, continuer à diffuser la LMS en même temps que les matchs soient disponibles. Alors sans doute qu'Eleven ne va pas diffuser tous les matchs, alors que peut-être Apple va le faire. On entend dire que il y aurait quelques matchs gratuitement et peut-être qu'ils envisageraient de faire payer pour les autres matchs, mais enfin on n'en sait encore rien. Donc voilà, maintenant pour répondre à votre question sur le move de Apple, est-ce que c'est significatif ? Ouais, de nouveau, il faut tout relativiser. D'abord, c'est 250 millions de dollars par an pour des droits mondiaux d'une ligue, c'est pas grand-chose, mais on le sait, la MLS c'est une petite ligue, donc qu'on sache que c'est un contrat de 10 ans. Ça veut aussi dire que les responsables de la ligue américaine se disent que les droits ils vont pas augmenter pendant 10 ans. Sinon, il serait idiot de se bloquer. Ça, c'est un. Au niveau d'Apple, alors là, c'est une goutte d'eau dans un océan. J'entendais un ami sur un podcast récemment qui avait calculé le ratio, on va dire le rapport entre ce montant de 250 millions de dollars et le chiffre d'affaires de l'iPhone. Donc sur un an, ça représente 11 heures et 3/4 de vente d'iPhone. Ça situe, pour Apple, c'est une blague. Donc, en conclure qu'ils vont investir massivement dans le sport est prématuré. Enfin,
ce qu'on peut constater, c'est que oui, effectivement, ils vont dans le sport, ils vont dans le football, et que les clubs et les ligues peuvent continuer à fantasmer. On parlait de la Ligue des Champions en début d'émission. Y a-t-il vraiment un risque en Belgique de ne plus avoir, de ne plus être cette exception européenne à partir de 2024 ? C'est clair. Parce Votre pronostic, voilà. Mon pronostic, je pense que c'est plus que possible. Je dirais pas que c'est probable, mais c'est plus que possible. Il y a deux choses en fait. Une chose qui tend à dire oui, ça va arriver, c'est une conjonction d'intérêts entre l'UEFA qui veut plus d'argent et Proximus et finalement Telenet qui vont se livrer concurrence, Telenet avec vous, qui vont se livrer concurrence pour éventuellement avoir les droits exclusifs. Donc l'UEFA, pour avoir plus d'argent, sait qu'elle doit aller chez les télévisions à péage ou chez les telcos chez nous pour avoir plus d'argent. Parce que les chaînes qui vivent de la publicité sont toutes fauchées. Donc ça c'est clair, et c'est ce que l'UEFA a fait partout. Donc oui, il y aura ça montre que avec la pression des clubs dont j'ai parlé en début, oui, ça montre que ça aura lieu. Par contre, les plateformes comme Proximus et vous m'en voudrez pas si je cite Telenet, parce qu'en fait dans les négociations sportives c'est Telenet qui a un rôle de leader et vous êtes plus en train de suivre Telenet là-dessus, notamment sur la première ligue. Parfaitement. Donc on peut imaginer que sur des négos Champions League, on pourrait imaginer que ce soit un scénario comme celui de la première ligue. Il faut savoir que les plateformes sont aussi un peu réticentes à c'est assez agressif, comme on le voit en Suisse. Si Swisscom acquiert les droits exclusifs, la RTS n'est pas contente du tout. Donc ici, les telcos ont toujours hésité à, entre guillemets, entrer en guerre avec les chaînes locales, parce que sachant que ils ont besoin des chaînes locales sur leur plateforme, ils ont besoin d'accords commerciaux avec les chaînes, ils ont besoin d'avoir de bonnes relations avec les chaînes locales. Et donc c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je dirais non, ça ne va pas arriver. Voilà. Réponse, à mon avis, d'ici un... Par là. On n'est de nouveau pas des marchés prioritaires, puisque, comme je vous l'ai dit, là, on est occupé sur la France. Dernier, dans les derniers, peut-être pas, mais parce que il y a quand même... si vous mettez à la place de l'UEFA, il y a un potentiel qui n'est pas exploité, puisque on n'a pas encore été chercher beaucoup d'argent dans la poche des telcos. Pierre Maz, vous étiez l'invité de Showbuzz, vous publiez La ruine du foot français, je remonte ici le bouquin, donc du Crash Media Pro à la Détroit européenne, à qui la faute, vraiment c'est un thriller médiatique footballistique vraiment à dévorer, peut-être en 30 secondes pour celles et ceux qui hésitent encore, premièrement où on peut le trouver, et pour celles et ceux qui hésitent. Il se trouve en librairie, sur toutes les plateformes de e-commerce, comme on va dire. Il se trouve sur le site internet de mon éditeur qui s'appelle FYP, un éditeur basé à Limoges qui a déjà publié mon premier livre. Pour ceux qui hésitent, je dis lisez-le, vous allez vous marrer. Voilà, une très belle conclusion. Pierre Maz, merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour l'invitation.